Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le décryptage de l'actualité sur Radio Cotonou. Nous recevons ce soir nos partenaires du lundi sur Actu et Débat. Jules Léandre Kéti qui va nous rejoindre d'ici à là et bien sûr Nicolas Sokwet. Bonsoir Brice Bill Aïtidi, bonsoir aux amis auditeurs et auditrices de la Radio Cotonou. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité renouvelée à cette émission. Merci également aux amis auditeurs qui nous suivent actuellement. Ce soir, nous parlerons de la nouvelle réglementation du transport et de la circulation du charbon de bois. Devra-t-on s'inquiéter de la cherté du combustible les jours à venir? Cette question taraude depuis peu les esprits des Béninois, surtout ceux des consommateurs. Nous en parlerons. Le cadre de concertation de l'opposition était récemment en Assemblée générale. Le cadre dit compter sur le soutien international et la mobilisation nationale pour la restauration de la démocratie. On en parle tout de suite sur Actu et Débat. À nouveau, bonsoir. Les membres du cadre de concertation de l'opposition se sont retrouvés récemment en Assemblée générale, à l'issue de laquelle ils se sont confiés à la presse. Le cadre de concertation a souligné l'importance d'agir face aux défis actuels du pays. Il a appelé à un sursaut collectif pour contrer la dégradation des valeurs politiques et sociales. L'accent a été mis sur la nécessité de respecter les règles établies, de favoriser le dialogue et de promouvoir la justice sociale. Nicolas Sokwete appelle à un sursaut collectif pour contrer la dégradation des valeurs politiques et sociales. Que faut-il y comprendre? Il faut y comprendre beaucoup de choses parce que depuis bon bout de temps déjà au Bénin, un bon nombre de ce que nous pourrions appeler valeurs démocratiques, de ce que nous pourrions appeler vivre ensemble et le social sont mis à mal par le gouvernement dit de la rupture. Mis à mal. Oui, Bon, c'est vous qui le dites ou les forces de l'opposition? Non, mais le constat est frappant et je crois que l'opposition est dans son rôle d'appeler les citoyens et également la communauté internationale à se mobiliser pour une certaine restauration d'un certain nombre de valeurs démocratiques qui, ma foi, sont en train d'être mises à mal dans notre pays. J'en veux pour preuve cette semaine encore, la semaine écoulée, vous avez vu nombre d'organes de presse qui ont été suspendus par la RAC. Bien avant ça, en termes de liberté d'expression ou de liberté de la presse, il y a beaucoup d'autres organes de la presse qui ont été enfermés sous la rupture. Golf FM, Golf TV, on n'en parle plus. Beaucoup d'autres situations qui mettent à mal cette liberté, les libertés fondamentales démocratiques sont en danger chez nous. Et là, sincèrement, il va falloir faire quelque chose. Et ça, c'est important. Il parle de sursaut collectif. Oui, sursaut collectif, c'est quoi? Tout le monde se mobilise? Ah oui, tous les citoyens, en tout cas, tous ceux qui sont épris de paix et de justice, tous ceux qui sont accrochés à des valeurs démocratiques, tous ceux qui pensent que oui, avant 2016, nous avions l'habitude de prendre les élections dans notre pays comme des périodes de fête, de joie, et de vivre dans une certaine convivialité. Tous ceux qui pensent que depuis 2016, on n'assiste plus à des élections dans ces ambiances que nous avons jadis l'habitude de vivre, doivent savoir qu'aujourd'hui, il est important de faire quelque chose. Ma foi, le citoyen lambda, y compris même, parce que même au sein de la mouvance, c'est vrai, quand vous les rencontrez en catimini, il y en a qui vous avouent qu'ils ne sont pas eux-mêmes très à l'aise dans ce système-là. Suffit-il juste que vous écriviez la loi sur le numérique, beaucoup de choses qui musellent l'opinion et qui n'accordent plus à l'humain cette capacité de dire ce qu'il pense d'une gestion donnée, de dire ce que lui, à son avis, devrait pouvoir être fait.
très tôt, on vous colle tout ce qu'on veut et puis paf, on vous jette au youf. Voilà. Donc, voilà, donc il faut mettre les choses à l'endroit, selon vous. Sincèrement, je voudrais même féliciter ce cadre de concertation et vivement que leurs assises puissent véritablement accoucher de très bonnes choses, de très bonnes réflexions pour notre pays. Le cadre qui appelle à un sursaut collectif, Julien Ndrokiti nous a rejoint. Jules, bonsoir. Bonsoir, Brice Laïc. Le cadre de concertation d'opposition appelle à un sursaut collectif. On pourrait dire que l'opposition, les forces politiques d'opposition sont essoufflées. Ils ne peuvent pas opérer seuls. Pourquoi appelle-t-il à un sursaut collectif, à une mobilisation nationale? Bon, alors, vous faites bien de vous poser la question de cette façon, parce que en temps normal, les composantes de la nation ont chacune leur rôle. Quand vous prenez la société civile, par exemple, genre aujourd'hui, quand on dit sursaut collectif, on veut restaurer quoi fondamentalement? Tant que la démocratie et l'état de droit, ils l'ont précisé. Hein. Très bien. Moi, je peux vous dire une chose. Il y a une erreur qu'on commet. Moi, je suis très jaloux de la liberté, de toutes sortes de libertés d'ailleurs. Les libertés fondamentales, pourvu qu'elles soient bien exercées en toute responsabilité, pas ceux qui en jouissent. Mais je dis, tant qu'on va dire les choses comme dans des incantations et qu'on ne va pas faire cas par cas, il y aura un problème. Parce que la démocratie, pour moi... Cas par cas, c'est quoi? La démocratie, d'abord, il faut retenir que c'est pas un État figé. Il n'y a pas un moment où on arrive, là, une nation arrive pour dire, maintenant, la démocratie est là dans sa plénitude. Ok, allons dormir, on passe à autre chose. La démocratie, c'est une somme de choses qui constituent une quête permanente. Que ce soit même pour ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui aspirent... C'est justement dans la quête permanente qu'ils ont appelé à un sursaut collectif. Non, dans la ils se battent pour mettre les choses à l'endroit, non? Quand vous savez que c'est une quête permanente, vous ne vous attrapez pas la tête de constater que ça fluctue. C'est-à-dire qu'il y a des terrains sur lesquels vous sentez que tout ce que vous voulez, qui relève des valeurs démocratiques, c'est presque octroyé et on est à l'aise. Il y a d'autres chantiers sur lesquels, puisque les forces en présence n'ont pas les mêmes intérêts. Vous voyez, quand vous avez un pouvoir à exercer, vous voulez avoir le contrôle de la situation. Et il y a des limites dans lesquelles vous voulez rester. Les autres qui ne parlent pas le même langage que vous, ils ont envie, non seulement de jouir des libertés dont ils jouissaient avant, même en tant qu'opposants, mais ils veulent que vous qui êtes au pouvoir, vous perdiez tous vos pouvoirs régaliens. Quand vous écoutez les opposants dans toutes les nations, si c'est qu'on leur donnait le pouvoir là, ils vont dire même que le président de la République là, s'il veut prendre un décret un matin, il n'a qu'à venir le demander. C'est l'impression qu'on a. Et c'est comme ça que... Les lois de la démocratie n'ont jamais dit ça. Attendez, je dis que... On a cette impression. J'ai dit on a cette impression dans la pratique, dans les comportements des uns et des autres. La preuve, vous voyez les gens qui sont dans l'opposition, là, vous les remettez au pouvoir tout de suite. Vous allez entendre que d'autres vont dire ce qu'ils sont en train de dire. Alors, l'autre chose, quand ils demandent à ce que ce soit un sursaut collectif, vous faites bien de dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont essoufflés face à la situation. Lorsque je parlais de cas par cas, lorsque mon vis-à-vis Nicolas Sopétin a pris le cas des médias par exemple, c'est un péché que je suis professionnel des médias après tout. Je ne vais jamais au monde... Nicolas également est professionnel des médias. Oui, je l'affirme, j'affirme mon cas, pour qu'ils comprennent que je suis en train, sur certains cas, d'être écœuré, de l'entendre, ne pas parler avec circonspection, ne pas faire la part des choses. Si la RAC rend une décision, moi, les médias qui ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, les médias qui ont été mis en demeure, mais c'est des médias dont je fais partie des consommateurs de leurs produits. Ça, je ne suis pas pour qu'on ferme une poche d'expression. Mais quand la RAC dit, j'ai lu avant de venir ici un communiqué de deux des médias suspendus. Qui ont promis se mettre en règle. Ça signifie quoi? Parce que si moi j'ai un média et que je suis en règle, si la RAC, fût-elle une institution de la République, prend une décision qui viole mes droits et qui n'est pas fondée sur la légalité, mais je vais contester. J'ai la liberté au moins dans mon communiqué à moi de dire la décision prise par la RAC, je suis en règle et la RAC dit que je ne suis pas en règle. Je peux au moins dire ça. Donc, si les médias pour vous, la décision de la RAC est fondée sur la légalité. Si les médias suspendus, pour les deux dont j'ai lu le communiqué, disent nous prenons acte
Et nous nous engageons, même vis-à-vis de nos consommateurs, de travailler à nous mettre en règle pour recommencer à servir. Ça veut dire, la HAC est là pourquoi? Pour protéger la liberté de la presse, mais également pour veiller à ce que les médias et leurs acteurs opèrent en toute légalité. Parce que vous avez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les médias qui ont été suspendus, moi je ne doute pas de leur crédibilité. Parce que j'ai des gens qui sont là depuis. Je connais d'abord les personnes. On ne va pas s'attarder sur les médias. Voilà. On va revenir au cadre de concertation de l'opposition. Non, mais attendez, le cas de vous trouvez mal que Nicolas puisse prendre cet exemple pour vous dire que les choses ne sont pas à l'endroit. Quand il prend l'exemple des médias, quand il cite des exemples, il faut qu'il s'assure que ces exemples illustrent bien. Parce que le fait que la HAC suspende un média n'est pas un acte antidémocratique. Mais les forces politiques d'opposition, un des membres des démocrates a ouvertement publié sur sa page une vidéo qui dit que la HAC a péché en suspendant ces médias-là. Nous n'allons pas nous attarder sur ça. On va poursuivre. On va poursuivre, s'il vous plaît. On va poursuivre. Je suis de ceux qui pensent que le temps a fait son œuvre. Là où on est maintenant, je me pose la question, pourquoi on ne réautorise pas? D'accord, on va poursuivre. Le cadre a émis d'autres idées. Le cadre a également rappelé l'accord conclu avec le président Patrice Talon en novembre 2023 pour établir une liste électorale transparente. Le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral est en place et doit produire des résultats d'ici mai 2025. Rappelle le cadre. Est-ce que c'est possible? 2 mois. On a 2 mois pour mai 2025, je crois. Non, février, mars, avril, 3 mois. Je pense que ceux qui ont pris cette décision savent de quoi ils parlent. Et le comité mis sur pied pour cet audit aussi doit véritablement être impliqué dans cette prise de décision. Est-ce que le comité pourra produire des résultats, comme ils le disent, en 2 mois, d'ici mai 2025? Moi, je pense qu'il n'est pas question, ce n'est pas une nouvelle liste qu'on veut établir. Je pense qu'en 2 mois, pour une vérification, on peut quand même faire quelque chose de potable. Maintenant, le problème, c'est quels sont les moyens dont ils disposent pour faire ce travail? Est-ce que ces moyens-là sont déjà disponibles? Comment est-ce que... Parce que c'est une question de sous également. Est-ce que par quelle voie ces membres d'opposition comptent pour mobiliser véritablement de ressources qu'il faut pour qu'en si peu de temps... L'État a promis. Non, il ne faut pas... Non, on a fait le débat ici. Il ne faut pas attendre forcément ça de l'État. Soit, de toute façon, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, vous n'êtes pas sûr qu'on puisse produire les résultats d'ici mai 2025? Moi, je veux bien les croire. Mais à mon avis, je crois que il va falloir plus de temps et prendre suffisamment de temps d'ailleurs pour ne pas faire quelque chose à la va-vite. Et quitte à après se plaindre après d'un certain nombre de choses. Et puis, dans l'opposition, je crois qu'il va falloir véritablement savoir s'y prendre. Parce que une vérification de ce genre, je pense que ça ne devrait pas être une chose de l'opposition seule. Ça devrait prendre en compte même la société civile. Tout le monde doit participer. La société civile est membre. Parce qu'on a vu dans le comité de pilotage. Jean-Baptiste Elias, qui est même président du comité de pilotage. Je pense qu'ils ont mis les bouchées doubles pour véritablement nous produire quelque chose de potable, pour ne pas que nous soyons à nous plaindre encore de cette liste-là, qui, ma foi, est fondamentale dans l'organisation d'une élection crédible et transparente. Produire les résultats d'ici 2025, mai 2025, c'est possible? Il faut que je sois magicien pour dire si c'est possible ou pas. Ceux qui ont... C'est ce que le cadre a souhaité le cadre, en conférence de presse récemment. Le cadre est composé d'intellectuels, est composé de gens responsables, suffisamment adultes et expérimentés. S'ils ont estimé qu'en 2 mois, ils peuvent atteindre ces objectifs-là, ça veut dire qu'ils en ont les moyens et ils en ont même les compétences. J'ai envie de vous dire, bon vent à eux. S'ils se donnent ce deadline. C'est eux qui se sont donné le deadline. Donc, on ne se donne pas un deadline quand on n'a pas fini de rassembler tout ce qu'il faut. On n'a pas les moyens de sa politique. Oui, donc ils ont les moyens. C'est-à-dire que j'affirme même, pour moi, là, je ne veux même faire aucune vérification. Parce que si jamais, d'ici quelques jours, si j'apprends qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique,
je ne les prendrai plus au sérieux. Je vais me dire qu'ils m'ont trahi. Pour le petit crédit confiance que je leur donnais encore là. Non, monsieur, vous n'avez jamais accordé de crédit. Non, pas du tout. Comment je ne l'ai pas accordé? Mais vous ne m'avez pas entendu ici dire tout le bien que je pense du parcours de Jean-Baptiste Elias. Non, je parle pas de l'émission. Mais prenez, si vous prenez le cadre de concertation, son coordonnateur, Eugène Azatassou, vous pensez que je ne pense pas que c'est un grand intellectuel? Je connais presque par cœur son parcours. Mais au moment où Eugène Azatassou était professeur d'université, on croise les doigts par rapport à ce deadline. Vous dites que vous voulez le peu de crédit encore. Vous me demandez si vous en aviez au moins. Oui, mais quand je dis peu de crédit, ça ne veut pas dire zéro crédit. Et je dis si d'ici quelques jours, ils me disent qu'ils ne peuvent plus faire dans un terme aussi serré, que parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique, mais ça veut dire non, ça veut dire qu'ils n'étaient pas conséquents. Et quand on est adulte, on est intellectuel, on est expérimenté comme politique et acteur de la société civile, on doit être responsable. Ce que moi je pense plutôt, ce cadre de concertation, j'avais applaudi cela ici, je lui dis que ça sera un acte fort de leur part de produire un rapport sérieux en si peu de temps. Et je pense que les problèmes de moyens que je soulevais tout à l'heure, ça ne devrait pas être un problème pour eux. Que ce soit du côté de l'opposition ou de la société civile, on doit pouvoir trouver les moyens qu'il faut pour véritablement faire ça. Parce que ce qui nous attend, c'est tout simplement du lourd. On ne peut pas se permettre le moindre faux pas. Et ils ne seront pas excusés non plus. D'accord. Le cadre a également déposé une audience au chef de l'État. De quoi parleront les deux parties? Des sujets qui fâchent? Ah oui. Le chef de l'État à l'Assemblée nationale a déjà donné sa position, non? Pour dire que le gouvernement, l'exécutif ne cédera pas à aucune compromission. C'est le chef de l'État l'a dit. Et je pense que c'était quand même important d'aller voir le chef de l'État. Même si c'est quelqu'un que nous avons pris le temps de connaître, qui lorsqu'il donne sa... en tout cas, sur certains points, lorsqu'il pense sur le plan politique, lorsqu'il pense à un certain nombre de réglementations, il réfléchit difficilement. Et j'espère bien que pour une pareille rencontre, ils souleveront le problème du code électoral, forcément. Ils parleront certainement d'autres choses, comme problème dont nous parlions tout à l'heure, les libertés d'expression qui sont bâillonnées de façon claire, il faut le dire. Et donc, il faut quand même évoquer un certain nombre de points avec le chef de l'État qui, ma foi, en ces moments, devrait pouvoir savoir mettre sa balle à terre, sinon ou tout au moins au genou, pour que ça puisse être mieux joué avec lui. Et penser que on peut... après tout ce qui s'est passé, on peut faire le geste nécessaire qu'il faut pour que à la veille de son départ, on puisse quand même sortir par la grande porte. Enfin. Merci Nicolas Soukoueté. Des démarches par ailleurs sont entreprises pour mobiliser un soutien international en faveur de retour à un cadre démocratique équitable. C'est pas moi qui le dis, c'est le cadre. Est-ce que le dialogue est rompu à l'interne pour qu'on sollicite l'international pour restaurer la démocratie? Je voudrais comprendre. Au même moment qu'on dépose une audience au chef de l'État pour dialoguer, on appelle à l'international, l'international à la rescousse pour restaurer la démocratie. Est-ce que je voudrais bien comprendre, Julien Nketi. Bon, j'ai le même sentiment que vous, on ouvre tous les fronts à la fois, parce que quand vous demandez le soutien des institutions ou du dispositif international qui vient au chevet des pays lorsqu'il y a des difficultés pour continuer à faire vivre la démocratie, quand vous les sollicitez, ces institutions vous posent des questions. Ils vont, d'abord, si vous ne savez pas faire, quand vous vous adressez à ce dispositif-là, la première personne morale à laquelle ces institutions-là s'adressent, c'est le gouvernement de votre pays. Parce que les règles, si on veut signer des accords ou bien on veut décider d'adhérer à des conventions internationales, ce n'est pas les citoyens qui décident de le faire. Les citoyens peuvent décider, mais c'est l'État, c'est le gouvernement qui signe. Donc on demande à ce gouvernement, est-ce qu'il y a des difficultés? Et après on écoute la société civile, on écoute les partis d'opposition qui disent il y a tel problème. Mais on va demander quel est le résultat du dialogue au plan national. Quels sont les efforts que vous avez faits? Si pendant que vous demandez audience au chef de l'État pour aller discuter avec lui, c'est vous qui savez qu'est-ce qui vous pose problème.
Parce que, par le passé, si le cadre de concertation a été créé, rappelons-nous, hein, ne soyons pas amnésiques, rappelons-nous que c'est suite à une audience que le même chef d'État, là, que vous travaillez à diaboliser, là, a accordé au parti les démocrates. Et ils ont posé même le problème de la correction du fichier électoral. Et qu'il a dit, mais si c'est ça qui peut vous mettre à l'aise, vous mettre en confiance, bon, allez chercher de l'expertise, financez, faites-le. Maintenant, si vous pensez que vous n'avez pas l'argent, je verrai comment l'État peut vous donner les moyens de le faire. Après, ils doivent aller voir dans la légalité comment ça se fait, qu'est-ce que la loi permet de faire, dans quel timing. Mais on a tout mélangé. Après, on a dit, ah, le chef de l'État a déjà donné son accord. Comme si le chef de l'État, si les députés disent les lois que nous avons votées, qui ont passé le contrôle de constitutionnalité, qui ont été promulguées, donc qui ont pris force exécutoire, que ces lois doivent être respectées, c'est comme si la démocratie que vous défendez là permet au chef de l'État de se lever pour dire, ben, vous, députés, foutez le camp, moi j'ai donné l'ordre pour qu'on fasse telle chose. Non, c'est pas permis en démocratie aussi. Il y a le principe de séparation de pouvoir. Même si par ailleurs, le chef de l'État ayant des partisans à l'Assemblée nationale, peut, dans l'informel, les rencontrer pour dire je souhaite telle chose. Encore que dans certains cas, ils peuvent discuter avec lui pour chercher à le convaincre du contraire. Donc, à l'international, lancez l'alerte au même moment que vous demandez une nouvelle audience au chef de l'État, qui avait déjà montré de la disponibilité pour rencontrer. La preuve, après le chef de l'État, lorsque le cas de concertation là a été créé, la première audience demandée, le chef de l'État, c'est lui qui a autorisé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à les rencontrer. Et c'est après ça qu'ils ont associé d'autres formations politiques pour demander maintenant, pour prendre le bâton de pèlerin et faire la tournée, aller vers les autres formations politiques. Entre-temps, là, il s'est posé encore quel problème? Ils sont allés jusqu'à mettre sur pied le comité de pilotage pour l'audit du fichier électoral. Est-ce que toutes les manifestations que l'opposition, le cas de concertation l'organise au Bénin, le gouvernement béninois a interdit ça? Non. Bon, alors, c'est eux qui savent, moi je ne sais pas. Vous avez l'impression qu'il embrasse trop de fronts à la fois? Oui, parce qu'ils auraient pu attendre peut-être cette audience-là, s'il y a encore des goulots d'étranglement à régler. Quand vous réglez ça, vous faites un rapport pour dire, ok, après avoir fait telle démarche, nous avons rencontré le chef de l'État, avec qui on a discuté, il a donné telle réponse. Mais non, je ne sais pas aussi si vous avez plus de précisions sur les organes qu'ils ont saisis à l'international. Je ne sais pas si quand ils disent... Non, ils ont dit que des démarches sont entreprises pour mobiliser un soutien international à la faveur d'un retour à un cadre démocratique équitable. Bon, ça, eux, ils estiment qu'on est dans un cadre démocratique inéquitable. Ensuite, ils estiment que les démarches à l'international, la mobilisation à faire à l'international, ça va permettre le retour. De régler la situation. Très bien. Au même moment, là, si en temps on leur répond à l'international, est-ce qu'ils auront encore besoin de rencontrer le chef de l'État? Le président national. Le président national, donc, on va écouter Nicolas Sokoté sur la question. Pourquoi mobiliser un soutien international au même moment qu'on demande audience au chef de l'État à l'interne? Est-ce que le dialogue est rompu à l'interne pour qu'on appelle à un soutien international déjà là? Non, mais à mon niveau, je pense que c'est une stratégie. Déjà, celui vers qui nous allons, nous connaissons, on peut déjà imaginer, vu un certain nombre de choses que lui-même a eu à dire, on peut déjà imaginer, on peut déjà savoir à quoi nous attendre à un pareil dialogue avec lui. C'est-à-dire que c'est une façon, l'audience que nous demandons, qu'après nous ne nous disent pas que oui, mais vous n'avez fait aucun mouvement à l'interne, vous n'avez rien demandé à l'interne et on vous l'a pas accordé. Donc ils savent d'avance que ça va échouer, ça ne va pas donner les résultats. Mais ils le font. Mais je vous assure, non, c'est bon. Déjà, dans le discours du chef de l'État, vous savez que c'est une stratégie. Le chef de l'État a déjà dit qu'il n'y aura pas de compromission. Pourtant, on le saisit pour aller discuter avec lui. Bon, à quoi je m'attends? Je m'attends tout de même qu'il me dise que je l'avais déjà dit. Mais c'est scandaleux ce que vous dites. Non, s'il vous plaît, je vais vers vous, mon cher Jules. Vous avez déclaré publiquement qu'il n'y aura aucune compromission. Pourtant, je viens vers vous. À quoi je dois m'attendre? Mais je peux vous dire que vous me dites autre chose que ce que vous avez dit publiquement. Je peux vous dire une chose. Le plus pauvre des dictionnaires vous donne la définition de compromission. C'est quelque chose de très mauvais. C'est un compromis qui est acceptable pour des gens vertueux. La compromission signifie que
vous voulez demander à quelqu'un de s'entendre avec vous pour faire ce qui est anormal, pour faire ce qui n'est pas vertueux, pour faire ce qui viole les lois. Et comme vous venez pour dire, bon, même si la loi est violée, même si c'est pas vertueux, même si c'est moralement incorrect, entendons-nous pour le faire. C'est ça la compromission. S'il vous plaît, nous sommes dans un état aujourd'hui, que moi je caricature de cette façon-là. Nous sommes aujourd'hui dans un état... Non, s'il vous plaît, monsieur, parce que vous accrochez à des lois. Pour vous, Nicolas, c'est une façon pour l'opposition d'être sur ses gardes. Aujourd'hui, je me dis que nous sommes dans un état que je caricature de cette façon-là, en disant par exemple que quand on parle de la loi de la démocratie, ce sont ces principes de base, ces principes basiques qui gouvernent un État démocratique. Mais il se fait aujourd'hui que ceux qui s'attardent à penser à parler des lois, on évoque là la démocratie des lois. On n'est plus dans la loi les lois de la démocratie. On est dans la démocratie des lois. Et ça, ce n'est pas... Fondamentalement, ça gêne. On a tendance à dire que nous avons des lois, il faut respecter les lois, comme quoi ces lois-là sont tous des lois de nature vertueuse, de nature qui comportent rien de ce qui est moralement acceptable pour l'union et la collégialité qui devrait exister dans une société. Mais entendons-nous, quand vous prenez les différentes crises que nous avons eu à traverser sur le plan des élections chez nous, et que vous voyez le code électoral qui comporte autant de problèmes que tout le monde dénonce, y compris même dans le cas de la mouvance. Alors non, s'il vous plaît, vous parlez des lois, c'est pourquoi je dis ça. Alors quand vous définissez la compromission comme étant amener quelqu'un à violer les lois pour qu'il accepte qu'on viole ensemble les lois, je dis là nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Il s'agit des lois qui sont chrysogènes. Et là nous amenons quelqu'un à comprendre que c'est vraiment chrysogène et que nous acceptions corriger ensemble. D'accord, nous espérons que... Et là, quand je vais vers lui, étant donné qu'il a déjà mis une pareille idée, je m'attends à ce qu'il me répète ce qu'il a eu à dire publiquement. Et là, je prends d'autres stratégies, je mets un autre garde-fou pour me dire que si telle voie échoue, je rassure mes gardes, en fait. Encore emprunter un pareil chemin. D'accord, c'est votre avis, on va le respecter. On a passé plus de temps que prévu sur le premier sujet. Juliandre Kitty, on va aborder le deuxième maintenant. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné le sieur Adouano et son co-accusé Blaise Salano à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 2 milliards de francs CFA. Chacun, leurs biens ont été confisqués. Ils doivent solidairement verser plus de 7 milliards de francs CFA en dommages et intérêts à l'État. Marc Salano, autre accusé dans cette affaire, a écopé de 7 ans de prison ferme et d'une amende de 2 millions de nos francs. Comment appréciez-vous cette sentence? Très rapidement, 30 secondes. Non, cette sentence, elle est normale. Elle est normale parce que la juridiction qui l'a rendue est habilitée à la rendre. Et je pense que lorsque dans l'opinion, dans un pays où des jeunes sont à la quête d'un budget ou d'un capital de 500 000 francs pour lancer des activités, qu'un autre jeune soit capable de mettre le grappin sur plus de 4 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Plus de 4 milliards et sur une durée donnée. 4 000 millions. Franchement, allez calculer à combien de jeunes on peut donner 500 000 francs. Je ne vais même pas à 1 million. Et donc, quand ça se fait de cette façon, la justice est rendue pour 3 raisons fondamentales. Le premier avantage, c'est que on décourage l'auteur de l'infraction. Deuxième chose, on décourage ceux qui pourraient avoir l'intention de faire encore. Et troisièmement, on rassure ceux qui pourraient se révolter s'il n'y a pas justice. Et ça fait 3 avantages. Oui, les grands dépositaires de la justice ont souvent déclaré quelque chose que j'ai la faiblesse d'accepter, d'épouser. Ce qu'ils disent, ce qui permet encore à une société de ne pas tomber dans la barbarie, c'est l'appareil judiciaire. Que vous y croyez ou pas. Donc à un moment donné, il faut se référer à quelque chose. C'est la même chose que le débat qu'on est en train de faire sur la démocratie. Oui. Tant que vous allez dire on a élaboré des lois bizarres, on a des institutions contrôlées, tout ça. Si on vous dit que ces institutions-là disparaissent tout de suite,
ceux qui élaborent ces lois-là, on n'a qu'à les faire disparaître. Ce qui va être instauré là, le cafouillis là, va être plus grave. C'est-à-dire chacun va se rendre justice. Et donc, ce qui est rendu comme sentence, comme décision contre Adouano, ils sont conseillers de féticheurs. Mais je pense le féticheur, c'est un ex-journaliste, hein, c'est un ancien journaliste. Bon, alors en plus... Il fut un de vos collègues. Bon, je suis malheureux. Vous voyez, je me retrouve dans la triste obligation de devoir accepter que vous me le rappeliez. Ce n'est pas n'importe quel féticheur en plus. Que vous me jetiez ça à la figure. Heureusement qu'il a entre-temps quitté la profession pour aller se découvrir d'autres talents. Preuve qu'il s'était trompé de métier. Parce qu'on ne vous apprend pas en journalisme à faire ça. Quand en journalisme, vous êtes plus enclin à dénoncer ce qui se fait de mauvais de cette façon. Mais quand vous devenez maître là-dedans, je crois qu'ils n'ont pas nié les faits. Ils ont peut-être eu des avocats qui vont forcément leur dire. J'ai entendu l'avocat de Salano ou bien de Adouano dire les condamnés à cette peine-là, c'est consacrer leur chute sociale. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus servir à rien parce qu'on détruit leur vie. Mais vous ne savez pas combien de vies eux ils détruisaient en mettant. Si on ne les avait pas interpellés, si on n'avait pas découvert le poteau rose, ils allaient continuer à prendre les. Vous voyez ce qu'ils faisaient avec les milliards là. Bon voilà, c'est ça, le gars peut traîner, peut avoir 20 millions dans sa maison, un peu dans sa voiture, beaucoup de comptes, il peut donc alimenter les maîtresses avec 10 millions pour prendre les goûters, pendant que vous avez des enseignants, vous dans ce pays... 10 millions. Ben écoutez, ceux-là... Mais quelqu'un qui a un salaire, je ne connais pas le salaire. C'est pas encore le dîner, hein? Non, pas du tout. 10 millions pour le goûter. Oui, parce que, oui, mais ceux-là, si on ne les interpellait pas, leurs copines, Dieu seul sait qu'ils doivent en avoir beaucoup, pouvaient célébrer 12 anniversaires en 12 mois, en une année. Et chaque anniversaire, le gâteau devrait pouvoir être chiffré en millions. Parce qu'ils s'amusaient avec l'argent. Et dans la partie de ce moment, je pense que pour éduquer, là, ça apaise un peu la population. Ça apaise la population. C'est une affaire d'ailleurs qui a agité l'opinion publique. Vous pensez que cette lourde peine, ça va véritablement contribuer à décourager les cadres étatiques et désireux de s'aventurer sur cette piste-là? En temps normal, mon cher Brice, moi je veux dire, au fait, le mal a le dos dur. Au fait, moi je pense que il vaut mieux repenser autrement la lutte contre ces genres de mauvaise gestion dans nos administrations, la corruption et autres. Parce que vous vous souvenez ici, je crois que c'est le premier quinquennat de Pratique Talon où on a condamné quelqu'un de tel nom, vous le connaissez certainement, pour un pot de vin, il a passé 5 ans au tôle pour un pot de vin, pour avoir été président du conseil d'administration d'une structure publique. Si, entre-temps, pour juste un pot de vin, on peut passer 5 ans de prison. Je pense que ça devrait être un signal fort pour aider d'autres à... Mais pour un litre d'huile, il y a des directeurs d'école qui vont en prison. Qui vont en prison. Bon, est-ce que ces sentences-là ont véritablement eu leur effet escompté comme le décrivait mon cher Jules? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que cette lourde sentence va contribuer à décourager ces actes? C'est ce que je vous réponds, mon cher Brice, en disant que, au fait, il y a eu des sentences de ce genre pour de moindres situations, mais que jusqu'à ce que eux autres ils commettent encore c'est plus grave détournement. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller à l'éducation à la base. C'est-à-dire que au fait, pendant ce temps, on laisse ceux qui sont en train de... Non, s'il vous plaît, il faut sanctionner. Adultes comme vous et moi, là. Non, mais Nicolas propose qu'on pense déjà à demain. Oui, à demain tout de suite là. C'est-à-dire qu'il faut effectivement... Parce que les enfants sont en train d'entendre qu'il y a un régisseur qui a pusé 4 milliards des caisses de l'État. Les mêmes enfants avec les réseaux sociaux aujourd'hui et avec les nouvelles. Moi, écoute, il y a des jeunes qui me posent des questions sur ce genre de choses-là. Les mêmes enfants apprennent que celui-là a été condamné à 30 ans de prison. Et que, surtout quand on leur dit, il va rembourser l'argent, il va payer l'argent qui va dépasser ça.
L'enfant, en même temps que... Ça produit un effet. Oui, l'enfant, en même temps qu'on ne peut pas l'empêcher. Tout en frappant le haut, tout en frappant le haut. Apparemment, il faut que vous reconnaissiez d'abord que frapper de cette façon... J'ai dit, et pédagogique, c'est bon. L'effet que vous étiez en train de décrire de la chose, l'effet ne s'est pas réellement produit parce que ce dont j'ai parlé date d'il y a plus de 5 ans. Oui, mais ces jeunes-là qui ont commis ces bêtises, il y a eu des récidives. Oui, mais il y a eu des récidives. Et ça, vous pensez que c'est à la proportion, ça augmente, ça devient... Je dis que, ça dit, pour qu'on en arrive là, parce que effectivement, il y a les propos de l'avocat que vous tentez de banaliser là, que ça détruit la vie de ces jeunes-là, ça détruit. Voyez-vous, moi, on ne construit pas un citoyen pour qu'en fin de compte, il ne serve plus à rien dans la société après. Je dis que en même temps qu'on a ces gens de cas, qu'on frappe dur, il ne faut pas attendre que ça aille là-bas. Il faut aller par la base aussi. C'est-à-dire que... Mais Jacques Migan et sa structure s'en occupent déjà. Non, mais la sensibilisation, c'est là je veux même poser la question de l'importance de ces structures qu'on met en place. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. C'est-à-dire que quand on apprend qu'un seul individu s'arroge, mais la structure en place, vous êtes contre, vous demandez encore... Donc vous proposez qu'on prévienne par la sensibilisation, par la sensibilisation, et qu'on aille aussi à la base. Tout en sanctionnant de cette façon, il faut penser à une bonne formation de nos enfants. Il faut penser à ce que l'éducation prenne en charge un certain nombre de volets qui aura pour but final, par exemple, d'avoir des citoyens plus ou moins modèles. C'est-à-dire que la perfection n'existe pas, mais franchement... 30 ans de prison, ça, franchement... Non, mais ils auront l'occasion de travailler là-bas. Ils ne vont pas rester oisifs avec... Non, mais combien de nos prisonniers... combien de nos prisonniers... Et voilà encore d'autres problèmes de notre société. Combien de nos prisonniers sortent avec un métier appris... Non, mais maintenant, ils le seront désormais. Avec le nouveau décret en Conseil des ministres. Merci. C'est encore l'étape de décret, mon cher. Nicolas Sokpetin. Contrôle inopiné, c'est le troisième sujet maintenant. Contrôle inopiné à Cotonou et à Bomekala de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Ce contrôle visait à assurer que les quantités de carburant servies dans les stations-service respectent les normes métrologiques établies. Certaines stations-service ont été épinglées pour fraude, sanctionnées pour le paiement d'amende, tandis que d'autres ont vu leurs installations mises sous scellé. L'ANEM a lancé, on pourrait dire, une offensive contre les pratiques frauduleuses dans les stations-service du pays. Julien Kitty, initiative louable, non, puisque in fine, ça protège le consommateur. Bon, alors je veux, avant de vous répondre, prier sérieusement le Saint-Esprit pour que sur ce cas-là, au moins, Nicolas, parce que je sais qu'il passe dans les stations-service, il puisse reconnaître que, sinon il vous dira, on a toujours fait ça, et ça n'a jamais produit de... Justement. Il faut aller éduquer ceux qui doivent travailler dans les stations-service. Il faut, quand ils naissent, il faut qu'on aille identifier, deviner qu'ils vont devenir des travailleurs des stations. Quand vous dites les choses comme ça, c'est comme si vous banalisez une solution qui, ma foi, permet quand même d'avoir d'imaginer le demain. Là où vos solutions me paraissent un manque de sincérité. Vous voyez, habilement, vous avez fini par dévoiler à la fin que vous êtes contre les 30 ans de cela. Vous dites 30 ans pour... Depuis là, on a senti que... On a fini avec le sujet. Le temps est notre ennemi. Pourquoi pendant longtemps, vous n'avez pas voulu reconnaître que vous êtes... Vous pensez que... Est-ce que vous trouvez l'initiative de l'ANM louable? L'initiative est louable. Et je voudrais même dire, il faut que cette action soit renforcée parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, je ne sais pas si ça fait 1 an, 2 ans, il y avait plusieurs stations comme ça qui avaient été fermées. Ce n'est pas la première fois, oui. Très bien. Parce que des gens avaient dénoncé des situations du genre et les preuves étaient là. Alors, il faut que notre pays se dote de moyens davantage sophistiqués et raffinés pour contrôler ces choses-là aujourd'hui à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle et de la haute technologie. Il y a des possibilités, on n'est pas obligé d'aller chercher dans les tanks, d'aller regarder les réservoirs. Il y a tout électronique aujourd'hui, on peut avoir la possibilité de savoir quand vous servez, si d'abord on vient contrôler, est-ce que le réglage est bien fait, parce que quand vous amenez votre véhicule dans une station, vous les voyez quand on punit les gens là. Il y en a, quand vous venez, ils disent, regardez,
comme si c'est le fait que les chiffres là font frrrr au tableau là, que ça montre que, et après ça vous écrit, ça vous écrit le montant, alors que vous n'avez pas vu ce qui est rentré dans votre réservoir. Donc bref, il faut qu'ils aillent contrôler non seulement la quantité qu'on met, qu'ils contrôlent même la qualité. Ça va vous surprendre. C'est vrai que les stations-service sont alimentées par de l'essence dont au-delà de la quantité. Les sources d'approvisionnement sont certes contrôlées par l'État, d'accord, mais quand ça rentre, il y a des fuites. Oui, quand ça rentre dans le pays, dès que vous voyez l'être humain là, ne croyez que même on peut l'éduquer n'importe comment. L'être humain là, il faut être en train de, il faut l'éduquer, il faut le contrôler et il faut le contrôler régulièrement à tous les niveaux. Donc même du moment où les stocks arrivent à leur conditionnement ou bien à leur stockage au niveau des stations et après l'étape de service, il faut contrôler et il faut sanctionner dur. Une fois encore, les sanctions, il faut communiquer autour des sanctions pour que les gens puissent se corriger, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font et tous ceux-là vont dire qu'il y a cherté de la vie. Quand mon ami il va amener sa moto dans une station et après il va faire la distance de Radio Cotonou à Tchonvi, chez lui là-bas, et qu'avant d'arriver là-bas il aura une panne sèche. Bon, il va dire que voilà le pays dans lequel on est. Nicolas Sokwete, pourquoi ces stations-service récidivent-elles? Ce n'est pas la première fois que l'ANM opère. Non, il n'y a que des gens sont animés de l'esprit de nuire à d'autres. Je ne sais pas. On a tendance à penser qu'on est dans cette boulimie de la richesse qui fait que on veut chercher par tous les moyens à remplir sa poche. On s'en fout du mal qu'on est en train de faire à son prochain en le faisant. C'est vraiment dommage. Et ces contrôles inopinés, moi je pense que ça ne devrait même pas être de façon inopinée. Il faudrait que ça soit régulièrement réalisé. Pour si ce n'est pas fait de façon inopinée, non. Ils ne vont pas attraper les gars. Hein. Ah non. Justement, le problème c'est ça en fait. On ne fait pas de façon inopinée, mais régulièrement. C'est-à-dire que moi j'aurais même souhaité que bon, si c'est un problème de moyens de ressources humaines qu'on recrute et que dans une semaine que les gars ils savent que oui le contrôle passera cette semaine ou en tout cas de façon régulière, on soit derrière eux. Parce que finalement, c'est ce que le Béninois, ce que l'homme béninois... Ce qu'il faut pour le Béninois. Il faut pour le Béninois. Sinon, je conçois mal que j'amène 1000 francs pour avoir plus d'1 litre d'essence, mais à peine on me met 2000 litres dans mon réservoir. À ce niveau-là, ça ne sonne pas. C'est pas nécessaire de former, de sensibiliser les non, tout ça passe justement. Non, mais, en fait, le citoyen que nous voudrions avoir demain, il faut déjà le préparer avant-hier. C'est-à-dire que moi, le fait que... Allez dans les écoles, hein, moi je continue de dire la formation à la base. Allez dans nos écoles. Moi quand il y a des écoles de primaire, vous voyez 150, 130 élèves dans une seule classe. Quelle est la formation qu'on veut donner? Vous voyez, même le maître qui est devant eux, même lui-même, il est essoufflé. Le programme qui est devant lui, qui doit terminer, ça lui donne de la migraine. On a du travail. Bon, le maître lui-même, il a produit de nouveaux programmes. Lui-même, il est mal formé. On va revenir aux stations-service. C'est entre-temps. Il y a des heures d'éducation civique, de morale à faire avec les enfants. Et que dans un nombre, avec un nombre restreint, le message est plus facile à passer. Vous voyez, même dans ce nombre-là, quand les enfants, déjà dans leur bas âge, où on les forme dans ces conditions, ils sont même enclins eux-mêmes déjà à cette vilaine pratique. Par exemple, bon, toi tu es mon ami, tu t'assois à mes côtés, l'autre n'est pas mon ami, mais même quand l'autre n'est pas encore là, on dépose son sac là, et l'autre pour empêcher son autre ami de s'asseoir. C'est déjà de vilaines pratiques. D'accord, qui, on va revenir. En grandissant avec ça, on va revenir aux stations-service. Jules a proposé tout à l'heure que l'ANM puisse communiquer véritablement sur les sanctions. On a constaté qu'on ne communique pas sur les sanctions. Est-ce que ça pourrait décourager ces genres de pratiques? Moi, je pense que ça fait partie de la sensibilisation qu'on devrait faire au niveau de ces gens-là. C'est-à-dire que si vous posez tel acte, si on remarque telle chose,
par rapport à votre structure, voilà les sanctions qui vous attendent. Alors quand on communique, effectivement, ça peut... On pourrait afficher ça dans les stations-service. Ce n'est même pas de cette communication que je parle fondamentalement. Ça, c'est en amont. C'est bon de le communiquer aux autres, aux travailleurs. Ça participe. Mais la communication après sanction. Après sanction. C'est-à-dire qu'on est allé... Si la station s'appelle... station X, par exemple. Station Sopete de Tchonvi. On a constaté que là, les gens ont fait du n'importe quoi. Ils n'ont pas respecté les règles. Rassurez-vous si c'est le cas. Ça non, attendez. On les sanctionne. Oui. C'est qu'on a fermé la station. On a pris l'agent qui a commis la faute. On l'a présenté devant le procureur. Comme on présente celui qui a escaladé le mur pour voler 2 mesures de maïs ou de riz dans une cantine scolaire, on le présente au procureur, on le juge. Et là, vous savez, nos populations sont souvent posé une question. Et ça les éduque après, quand ils reçoivent ce choc. On arrête quelqu'un et quand on l'amène devant le procureur, on dit mais c'est quoi? C'est pour ça là seulement que vous le conduisez devant un juge. Un procureur, ça veut dire quoi? Pour qu'il fasse la prison, et on va leur dire voilà. Ce n'est pas en fait la quantité de ce qu'il a volé là. C'est pas ça qui est le problème. L'acte qu'il a posé, la là, démarche. Ça montre qu'on peut voler. Et ça éduque mal d'autres enfants, d'autres travailleurs. Et donc, quand on arrête là, il ne faut pas que les responsables des stations là aillent négocier pour dire, bon oui, même si vous avez sanctionné, je ne dis pas, je ne dis pas que j'ai vu ça, mais j'émets une hypothèse. Aillez voir, parce qu'il y a comme un silence qui se produit après. C'est vrai, on a fait l'effort de citer quelques stations, mais après, qu'est-ce que ces sanctions sont devenues? Il faut qu'on communique là-dessus, que l'ANEM la vienne pour dire sur les amendes à payer. Voilà, qu'on donne le nom de la station. Ça le fait une mauvaise publicité. Dans les installations, ça le fait une mauvaise publicité. Et qu'on dise qu'on a jugé celui qui a fait ça, il a été condamné. Et puis bon, voilà. Et après, on leur donne un temps où c'est fermé. Ça le fait marque à gagner pour les entreprises qui gèrent ces stations. Désormais, ces entreprises-là aussi vont faire un autre niveau de contrôle pour dire il ne faut pas qu'à cause de vous, votre comportement, vous seul là, vous créez des problèmes. Qu'on salisse la société, voilà. Mais pourquoi l'ANM ne se tourne que vers les stations-service? Il n'y a pas que les stations-service. Il y a les maisons de quincaillerie, il y a comment on dit, les poissonneries, tout ça, non? Ah oui, ça c'est un vaste projet qui où les balances sont truquées. Même dans les... Il y a plus d'associations de consommateurs. Le contrôle de qualité, surtout à ce niveau. Dans un passé récent, c'est d'abord les associations de consommateurs qui signalent ces gens d'actes avant que les pouvoirs publics je peux vous jurer que le meilleur contrôle partout dans le monde entier se fait, par le consommateur qui est bien éduqué, par les associations de consommateurs. Non, vous venez de dire que quand vous êtes dans votre voiture et quand vous sert du carburant, le pompiste dit regardez, ce n'est pas avec ça là, vous ne pouvez pas savoir que c'est légal ce qu'il fait. Je peux vous dire. Vous ne pouvez pas savoir s'il truc ou pas. Je peux vous dire une chose. Mais le consommateur saura comment. C'est un minimum de sacrifice patriotique qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. Il peut arriver que, vu que vous savez qu'il y a ce sujet-là, cette pratique-là qui est en cours, demandez à un Béninois, prenez le temps un jour, prenez votre voiture. Vous venez peut-être non loin d'une station, vous prenez tout le temps, vous videz pratiquement votre réservoir. Non loin de la station. Vous venez là, vous dites faites-moi le plein. Vous connaissez la capacité de votre voiture. Vous faites ça une fois. Vous voyez le temps que ça prend, la peine qu'on se donne. Beaucoup vont vous dire mais je vais perdre le temps pour ça. Et nous avons des comportements. Si tant qu'on a l'argent pour acheter quelque chose, on se dit oh bon, même s'il vole, c'est rien. C'est le jour où on n'a pas l'argent. Donc c'est à cela vous appelez les consommateurs. Le consommateur à la vigilance. À la vigilance. Et parfois, même le consommateur en observant là, il y a des manipulations que les gens font. Dès que ça paraît suspect, d'abord il faut avoir des véhicules ou bien des motos. S'il y a des problèmes, des défaillances au niveau de vos tableaux pour contrôler les trucs, réparez-les. Ne dites pas il faut que je sois en train de conduire jusqu'à ce que ça soit irrécupérable avant de... Non. De sorte à ce que quand vous faites le contrôle, quelque chose vous paraît bizarre, vous alertez. Quand le consommateur va alerter l'association de défense des consommateurs, si elle existe et elle est en bonne santé, eh bien l'association de défense des consommateurs devrait pouvoir être en partenariat avec des cabinets, devrait être en partenariat avec des cabinets, des laboratoires qui ont la possibilité de faire des contrôles, de s'adresser aux structures d'État qui peuvent faire les contrôles. Dès que l'alerte se fait à ce niveau-là, même les structures d'État, même si elles se disent on va venir chaque 6 mois, on va venir chaque 3 mois, parce que étant plus ou moins limités dans leurs moyens également, les alertes données par les consommateurs, les alertes données par les associations de défense des consommateurs, tout cela va faire que le travailleur indélicat
qui sert dans les stations, qui sert dans les boutiques de quoi, les quincailleries, les dépôts de ciment et tout ça, eh bien, ils vont être traqués, ils vont se sentir traqués. Vous allez dans des quincailleries, des gens trouvent des circuits pour vous amener des types de fer qui ont, dans la forme, ressemblent au calibre que vous voulez, mais ça n'a pas la solidité qu'il faut. Non, il y a l'autre chose. Et aussi, alors qu'on veut construire des maisons avec... Tout à l'heure par rapport au contrôle de la qualité, et que le consommateur doit être en premier lieu de vérification. Et bizarrement, doit être vigilant. Ces consommateurs, il y en a pour la plupart qui sont même complices d'un certain nombre de marchands. Oui, mais jusqu'au jour où ils sont victimes de ça. Ouais. Parce que quand vous construisez une maison, par exemple, à moindre coût, le ferrailleur, vous lui donnez l'argent, il va acheter des fers qui n'ont pas la solidité qu'il faut. Vous construisez la maison, vous faites du béton. Après, ça s'écroule. Celui qui a donné son argent pour construire, il a perdu. Les gens qui l'habitent, ils ont perdu leur vie. Et après, ça crée d'autres dégâts. Mais on s'en fout. Des gens sont suffisamment cancres pour imaginer que bon, moi j'ai déjà construit la maison, je m'en vais. Après, ça peut créer n'importe quel problème. On va dire un mot sur la réglementation stricte pour le transport du bois au Bénin. La quantité de charbon de bois accordée aux particuliers par moyen de transport est fixée à 2 sacs. Désormais, la quantité accordée pour le bois de feu est d'1 ster. Le transport des produits forestiers est conditionné à la détention d'un titre de transport délivré après paiement en ligne des taxes et redevances conformément à la réglementation en vigueur. C'est l'essentiel à retenir. La note circulaire de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. On est au terme de l'émission, Nicolas. Non, moi, oui. Ce que j'applaudis dans cette décision, c'est tout au moins qu'on accorde au moins 2 sacs aux particuliers. Parce que... 2 sacs moyennant. Non, le problème, c'est avant, dès qu'on vous voit avec ça, même avec un sac, on vous traque. On vous traque. Et ça, c'est pas bon. Le fait est que, c'est vrai, ces genres de réglementation auront certainement un effet sur le coût désormais, ce qui est déjà va encore aggraver ce que nous vivons par rapport à la cherté de la vie. Le charbon, le gaz qui était déjà cher. La décision quand même. Non, mais le problème est qu'il faut quand même savoir que chaque décision que l'on prend a un effet. Et là, si on pouvait regarder aussi le côté social pour ne serait-ce que diminuer la taxe à ce niveau, ça permettrait... Julien Kéti, de nouvelles dispositions qui vont induire des efforts supplémentaires pour le consommateur. Mais malheureusement, parce que ce qui amène à la prise de ces genre de décision, c'est pas d'abord le consommateur. C'est qu'on ne touche pas les pratiques disons la vérité. Les professionnels, les agents des eaux et forêts qui étaient sur les voies là, à qui on donnait, si on en vient à dire il faut que le consommateur paye cette taxe en ligne et qu'il ait son papier pour ne plus avoir à payer quoi que ce soit. Vous savez qu'on est en train d'éliminer une catégorie, une pratique là, où avant le consommateur était traqué, le transporteur était traqué, il donnait l'argent qui n'allait pas dans les caisses de l'État, disons la vérité. C'était une petite partie qui allait dans les caisses de l'État. Donc maintenant qu'on veut éviter ça, vous voyez, ça a une répercussion sur le consommateur. Vous parlez de 2 sacs. Qui va suer davantage. Vous parlez de 2 sacs. Le gaz est cher. Vous parlez de 2 sacs. Moi, je suis pour ça, pour la décision, mais je suis pour que l'État revoie ce qui... C'est-à-dire quand on dit par exemple, si vous en avez jusqu'à 2 sacs, 3 sacs, pourquoi pas que l'État décide de dire il n'y a pas de taxe à payer à ce niveau et qu'on vous permette de payer peut-être ce que vous payez au conducteur de taxi, parce que lui aussi vous prend plus d'argent quand vous déposez pour le transport. D'accord. Mais donc, voilà, il faut voir les populations à ce niveau. Sinon, c'est une très bonne décision qui est prise. Mais je veux bien que les agents des eaux et forêts continuent d'avoir la même motivation, la même détermination pour travailler en chemin, pour travailler sur sur les voies. Parce que là, on a fermé les vannes à des gens qui deviennent forestiers. Et comme les douaniers entre-temps, qu'on m'en excuse, les douaniers qui, en 2 ans, poussaient du ventre
et faisaient... Les douaniers ne seront pas d'accord avec vous? Non, non, non. J'ai beaucoup d'amis avec eux. Il y en a de très vertueux. Il y a des forestiers de très vertueux. Mais il y en a également qui, en 3 ans, construisaient des maisons à étages dans tous les quartiers. Et là, ça devient plus difficile. Et ça, c'est le gouvernement de la rupture qui fait des choses comme ça. Et je suppose que les yeux de Sopé ont suffisamment vu ça. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous remercions nos invités qui, 55 minutes durant, ont porté leur regard sur les préoccupations objets du actuel débat de ce lundi. Blaise Sakla, restez à la mise en onde, Job Tikpe à la prise de vue. Présentation, je suis Brice Bill Haïtidji. Retrouvez-nous jeudi prochain pour un nouveau numéro de Actu et Débat.